Bonsoir tout le monde. Alors, on a quelques absents pour cet avant-dernier conseil municipal du mandat. La maladie, les opérations, etc. ont eu raison de certains. Donc Bertrand David donne pouvoir à Catherine Leclerc. Christelle Tourtelier donne pouvoir à Daniel Deville. Yeroun me donne pouvoir. Annie Rétif donne pouvoir à Aude. Véronique Amiot à Estelle Langlais et Laurent Bechet à Christelle Averland. Je vous propose tout de suite de désigner le secrétaire de séance, Amandine, jetée dans le collimateur, donc c'est bon. Et je vous propose d'adopter le procès verbal. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au procès verbal de la dernière séance? A priori non, donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et je passe tout de suite la parole à Aude pour le débat d'orientation budgétaire. Merci, monsieur le maire. Alors, dernier DOB du mandat. Petite émotion. Dois-je vous rappeler que, beaucoup plus sérieusement, que de toute façon, un débat d'orientation budgétaire doit forcément avoir lieu à 2 mois, précisément 2 mois précédant l'examen du budget primitif, si ce n'est que nous sommes actuellement en période préélectorale, ça ne vous aura pas échappé, et que nous ne pouvons présenter qu'un budget avec des crédits et des dépenses récurrentes. C'est nécessaire. Donc, récurrent à quoi? Récurrent à la poursuite des projets déjà engagés. C'est la seule chose que nous puissions présenter. C'est la raison pour laquelle les choses ont été en commission qualifiées de light et on peut effectivement les qualifier ainsi. Alors, nous allons commencer par le contexte, la loi de finances 2020, et puis ensuite la situation réelle de Châteaubourg. Alors, que nous dit cette année la loi de finances 2020 ? Eh bien, rien de très extraordinaire, puisqu'on a une vraie continuité par rapport à 2019. L'enveloppe est stable pour la 3e année consécutive. Quand je parle d'enveloppe stable, je parle notamment de la DGF. Cette DGF est maintenue constante pour 2020. Également, pour ce qui concerne la péréquation verticale et les dotations forfaitaires, même chose, une stabilité dans ces dotations-ci. Pour ce qui concerne le soutien à l'investissement local, alors, on ne l'a pas de la même manière. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que à Châteaubourg, nous pouvons percevoir la DSIL et la DETR. C'est la raison pour laquelle nous avons focusé dessus et que la slide apparaît derrière moi. En 2019, nous avons perçu une DSIL de 4 556 € précisément. On nous annonce que nous percevrons exactement la même en 2020. Pour ce qui concerne la DETR, nous avons perçu 12 583 € en 2019. Compte tenu de ce qui est annoncé, nous devrions percevoir la même chose si nous les sollicitons, bien sûr, en 2020. Il est intéressant de mentionner, évidemment, les taxes d'habitation, les taxes sur le foncier bâti, les taxes sur le foncier non bâti. Cette année, il y a donc une coexistence entre la taxe d'habitation, le coefficient, pardon, les deux coefficients pour 2020 existent en même temps. Voilà. L'ATH sur les résidences principales avec une augmentation des 0,9% et la THRS et la TFBP de plus 1,2%. Vous le savez, vous l'avez lu dans la presse, il y aura une suppression définitive de la TH sur les résidences principales en 2023. Seules les résidences secondaires et les locaux meublés occupés par des personnes morales resteront soumis à l'imposition. On parlera alors de la THRS, à savoir taxe d'habitation sur les résidences secondaires
et autres locaux meublés non affectés à la taxe d'habitation principale, mais bon, THRS. Maintien également de la taxe sur les locaux vacants en zone tendue et de la TH sur les locaux vacants hors zone tendue. Voilà. Aménagement également des obligations déclaratives avec obligation pour les propriétaires de locaux de déclarer l'identité des occupants avant le 1er juillet de chaque année et par voie électronique. Donc ce sont des évolutions à la marge en réalité. Ok, on arrive au calendrier de la réforme pour les collectivités. Donc, il ne vous a pas échappé non plus que la réforme entraînant la suppression de la taxe d'habitation, ça peut cependant impliquer de fortes variations sur les potentiels fiscaux et financiers ayant des impacts sur le calcul de la DGF et le montant des dotations de péréquation horizontale, notamment le FPIC. Vous savez qu'on chaque année, je vous parle du FPIC, reversé par Vitreco. Voilà. Donc un rapport du gouvernement sur les impacts de la suppression de la TH et sur les indicateurs financiers est attendu. On nous avait dit janvier, nous ne sommes que le 29, donc ça peut arriver encore. Bien. Ça, c'était la loi de finances à toute vitesse. Elle fait un gros pavé. Vous avez compris qu'on l'avait mâchonné et pré-mâchonné en amont. Maintenant, quelle est la situation de Châteaubourg aujourd'hui? Nous avons des résultats prévisionnels de 2019 qui sont à nouveau très positifs. On peut annoncer d'ores et déjà pour ce DOB que le BP 2020 de la ville intégrera les résultats de l'exercice 2019, soit un excédent en fonctionnement de 4 401 000 euros et un déficit en investissement de 2 256 000 euros. Voilà. À titre de comparaison, l'année dernière, donc au CA 2018, le résultat de clôture reste à réaliser inclus était de 3 725 000. A priori, le résultat de clôture au CA 2019 devrait être de 2 144 000. Donc, toujours bien positif. Alors, donc vous avez le bilan derrière moi. Donc, vous voyez en fonctionnement des recettes à hauteur de 7 827 000 pour des dépenses à hauteur de 6 927 000. Donc, un excédent global de fonctionnement de 4,4 millions, je viens de le dire. Ça permet de financer les dépenses d'investissement à hauteur de 4 millions, enfin ça permettra demain de financer les dépenses d'investissement. Cette année, elles étaient de 4 443 000 et les recettes 1 720 000, donc un déficit global d'investissement de 2,2 millions, je l'ai dit. Extrêmement important lorsque l'on parle de fonctionnement, les fameux 3 gros chapitres de fonctionnement dont on parle tout le temps, le 011, le 012, le 65. Ici, sur le graphique, on voit l'évolution de ces 3 énormes chapitres depuis le début de notre mandat. Il nous a paru plus intéressant, sans en faire le bilan, nullement, mais d'exposer les lignes budgétaires de fonctionnement. Donc on voit la ligne verte que vous voyez derrière moi, c'est le 012, c'est la plus haute dans le graphique. On est parti en 2014 à 2,9 millions à peu près, et on arrive en 2019 à un estimé de 3,6 millions. Donc naturellement ça progresse, et pour cause. Il y a maintes raisons à cette augmentation. On vous a parlé bien sûr de la reprise de l'ADL, on vous a parlé de l'intégration des TAP, ça au fur et à mesure du mandat bien sûr, mais de surcroît chaque année les points d'indice évoluent. Donc naturellement et sans rien faire finalement avec les ressources humaines en particulier, on prend déjà 100 000 euros de croissance. Pour les deux autres... Si tu permets, juste pour compléter, pour bien expliquer, c'est entre 2014 et 2019, c'est plus 800 000 euros par an de dépenses de fonctionnement. Ces 800 000 euros, c'est 400 000 qui sont des décisions politiques, les rythmes scolaires, la reprise en régie du centre de loisirs, la création d'une équipe entretien, l'externalisation des espaces verts, notre participation à Vitobus, au réseau de bus, qu'est-ce qu'il y a encore, le RIPAM, voilà. Il y a 400 000 euros, je dirais, qui sont des décisions politiques que nous avons prises ici et que nous devons assumer en dépenses de fonctionnement. Et il y a 400 000 euros sur ces 800 000 qui sont l'évolution
classique de l'inflation, du point d'indice, des charges de personnel, enfin voilà, sans rien faire, on aurait pris de toute façon, si on n'avait rien changé, on aurait pris 400 000. Donc voilà, je résume, j'arrondis, mais globalement pour bien comprendre, voilà aujourd'hui comment s'expliquent ces hausses de 800 000. Et on va le voir, la difficulté aujourd'hui, c'est que les recettes, ce que va nous montrer juste après, n'augmentent pas de la même façon. Puisqu'aujourd'hui, globalement, nos dépenses augmentent de 2% par an et nos recettes de 1% par an seulement. Donc voilà, c'est important de bien avoir ça en tête et de le comprendre. Et ça nécessitera forcément ce qu'on appelle l'effet ciseau. On en parle depuis le début du mandat. Chaque année, il se réduit un petit peu. Donc voilà, il faut compenser, soit par la vente de biens, soit par demain des choix politiques qu'il faudra faire. Alors, en effet, évolution des recettes réelles de la section. Monsieur le maire a tout dit. Les produits des services ont augmenté de 91 000 euros. Les impôts et taxes ont augmenté de 125 000 euros. Les dotations et subventions ont baissé de 35 000 euros. Voilà. Alors, quand je dis que les impôts et taxes ont augmenté, c'est-à-dire que les bases elles-mêmes ont augmenté, mais les impôts, je vous le rappelle, les taux n'ont pas augmenté. C'est ça. Donc, les recettes ont augmenté grâce à l'augmentation des bases, qui ne nous accompagnent pas. Donc, vous voyez, dépenses plus 800 000, recettes plus 400 000. Donc, on a perdu, sur le mandat, 400 000 euros par an de capacité d'autofinancement. Donc, sur un mandat, sur 6 ans, je vous laisse faire le calcul, c'est 2,4 millions. C'est un gros projet. Donc, aujourd'hui, on perd en capacité de financement sur un prochain mandat, quelle que soit l'équipe, un gros projet de capacité de financement si vous faites 6 années par 400 000 euros. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir ça en tête, sachant que sur les 6 millions d'euros de impôts et taxes qui rentrent, il n'y a que 3 millions d'euros, il n'y a que la moitié de ces 6 millions d'euros qui correspondent aux taxes directes. Les autres taxes, ce sont ce qu'on appelle l'attribution de compensation, qui sont figées. Donc ça veut dire que sur les 6 millions, il n'y a que 3 millions d'euros qui varient. Sur l'ensemble de nos recettes, aujourd'hui, sur 7,5 millions de recettes, nous avons que, en part variable, que 3 millions d'euros. Ça veut dire que même si la population augmente de 2% par an, les recettes, elles, n'augmentent que de 1%. Donc forcément, les recettes augmentent moins vite que les dépenses, puisque des nouveaux habitants, ça engendre aussi forcément de nouvelles dépenses, puisqu'il y a plus de lotissements à entretenir, il y a plus d'enfants dans les écoles, il y a plus de besoins pour les associations, etc. etc. Donc c'est important de bien comprendre ça. C'est le fameux effet ciseau dont on parle, on le mesure aujourd'hui, et ça a forcément un impact direct après sur notre capacité. Sachant qu'il faut rappeler la DGF, puisqu'on a subi quand même depuis 2012 et l'arrivée de François Hollande, vous vous souvenez de toutes ces réformes, etc. Avant, on touchait 120 euros par habitant, plus de 120 euros par habitant de DGF. Aujourd'hui, on est à 60 euros. Vous multipliez par plus de 7000 habitants, on a perdu 400 000 euros par an de DGF. Donc vous voyez, c'est exactement, finalement, ce qu'on perd. Donc ça veut dire que quand il y a un habitant supplémentaire à Châteaubourg, aujourd'hui, il ne nous rapporte que 60 euros de DGF, alors qu'avant, il nous rapportait plus de 120, il a rapporté jusqu'à 125 euros, je crois. Donc voilà, c'est ça aussi aujourd'hui, c'est que la DGF, c'est ce qu'on a appelé la baisse des dotations de l'État, la participation à l'effort des redressements des comptes publics, c'est ça aujourd'hui qui nous pénalise. C'est-à-dire qu'avant, notre augmentation de population nous ramenait plus d'argent. Aujourd'hui, ça nous limite. Donc il va falloir trouver des nouvelles sources de ressources. Ça passera par les AC, ça passera par les ventes de terrain, ça passera par des réductions peut-être de dépenses, etc., etc. Des réflexions sur les impôts, on verra. Mais tout ça fait que à un moment donné, de toute façon, alors pas tout de suite, on a encore de la marge, et Aude l'a souligné, il y a encore de la trésorerie, tout va bien, mais il faut quand même se projeter à un moment donné à une échelle plus large. Alors, les principales dépenses d'investissement réalisées en 2019, vous les avez évidemment toutes en tête, mais il est toujours bon d'en rappeler quelques-unes. Les garderies, entre autres, les cantines, les groupes scolaires, un ensemble de 175 000 euros.
La voirie communale, 509 000 euros, avec la Bourlière, le Plessis-Beucher, la route de Rennes, la barrière en bois, la fameuse barrière en bois à l'entrée de Châteaubourg, dont tout le monde parle, la route du Breil, l'allée des Acacias, la route de l'étang de Fayel, la création de parking rue du Champ d'Air et les bornes d'apport volontaire rue de la Bretonnière. Tout ça pour un montant de 509 000 euros. Maintenant, l'aménagement des primes verts, la restructuration de Bel Air, la maison de l'enfance, la maison de santé, la gendarmerie ont été votés dès 2019. C'est la raison pour laquelle on en parle ce soir. Pour ce qui concerne la fiscalité, vous savez que depuis maintenant 2010, il n'y a pas eu de hausse d'impôt à Châteaubourg. Ça fait déjà 10 ans, 10 années consécutives sans aucune hausse d'impôt, ce qui n'est évidemment pas le cas ailleurs. Donc quand on compare Châteaubourg en termes de population aux autres populations du département de même strate, ça veut dire ayant le même nombre d'habitants, on se rend compte qu'à Châteaubourg, la taxe d'habitation, par exemple, par habitant est de 159 euros, quand ailleurs, elle est de 207. Pour la taxe sur le foncier bâti, Châteaubourg, 214 euros par habitant, ailleurs, 266. Et pour cause. Pour ce qui concerne la structure de la dette, alors vous avez suivi ça parce que nous n'avons réalisé qu'un seul emprunt, donc vous savez pertinemment que 100% de l'encours de la commune est en catégorie 1 de la charte Gisler, donc portefeuille sain. De surcroît, l'encours de la commune reste faible au vu de l'autofinancement dégagé, même si la capacité d'autofinancement régresse. Néanmoins, le ratio d'endettement est de 3,3 ans, quand on sait que le seuil de vigilance d'un ratio est fixé à 7 ans. Donc 3,3 ans, la santé financière de Châteaubourg est excellente. Voilà, profil d'extinction de la dette. Il n'y a rien à commenter. 2031. Aujourd'hui, quand on a commencé, l'endettement de la commune était de 4 millions. Oui, c'est ça, 4 867 000 euros. 4 867 000 euros. Aujourd'hui, en 2020, il est de 4 464 000 euros. C'est-à-dire que on va rendre les clés de la commune avec un taux d'endettement ou un niveau d'endettement absolument équivalent à ce que l'on avait reçu en arrivant. Voilà. C'était l'engagement du maire. C'était juste pour le souligner. Le ratio de désendettement, je l'ai déjà dit, je vous prie de m'excuser, est de 3,3 ans. Non, je ne vais pas parler de la dette par habitant. 623 euros par habitant à Châteaubourg contre 830. Oui, mais enfin, oui, c'est pour souligner davantage encore le fait que Châteaubourg est très peu endetté. Est-ce que je continue ? Alors, très bien, je suis partie. Je continue les orientations. Alors, oui, je mets la pédale sur le frein. Non, nous ne parlerons pas d'un éventuel projet. C'est interdit par la loi, vous la connaissez par cœur. Alors, les orientations, mais plutôt ce qui est récurrent, je le disais tout à l'heure. Crédit de fonctionnement stable pour permettre le fonctionnement habituel des services. Crédit d'investissement permettant le renouvellement d'équipements récurrents de la collectivité. Et bien sûr, comme d'habitude, les reports de crédit d'investissement de projet engagés juridiquement. Donc, ça signifie que l'urbanisme et les travaux représenteront 25% du budget, l'enfance-jeunesse 52%, les ressources et la communication 1%, la vie des écoles 5%, la bibliothèque 4%, la vie associative 2% et le développement local 11%. Compte tenu de ce que nous venons de présenter, à n'en pas douter, il y aura une décision modificative lorsque la nouvelle équipe prendra la municipalité. Cette décision modificative sera présentée au vote, bien sûr après les élections. Et j'ai terminé et j'écoute vos questions si vous en avez.
Donc pour résumer, le gros projet, c'est celui qui est commencé, c'est la maison de l'enfance. Voilà, ce sera le gros montant des dépenses d'investissement, terminé Bel Air, et puis le reste sera du récurrent. Et sur la médiathèque, puisque ça a déjà été lancé, on sera sur la partie finalisation, études, préparation du permis de construire, etc. Peut-être juste démolition du hangar, enfin voilà, tout préparé, mais les travaux seront sur l'année, sur le budget 2021, quand la maison de l'enfance se terminera. Voilà, l'idée étant que ces chantiers un petit peu se suivent pour éviter aussi d'avoir trop de chantiers en même temps. Non pas que ça déplaise à celui qui suit les travaux, et je regarde Serge, hein, mais bon, voilà, c'est bien aussi de lisser un peu tout ça pour les équipes. Donc c'est essentiellement la maison de l'enfance qui sera le gros chantier, puisque Bel Air se termine rapidement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations? Un dôme un peu particulier, hein, puisque voilà, il n'y a pas de... Christian, oui. Que dire, puisqu'on n'a pas de chiffres sur les investissements pour raison électorale. Juste deux petits mots, simplement sur la poursuite des taux ou du maintien des taux actuellement en place. C'est une continuité, ça s'est fait sur le mandat précédent, il n'y a pas de raison qu'effectivement ça augmente compte tenu de la fiscalité actuelle. Je voulais juste apporter un petit bémol sur l'endettement quand même, puisque l'endettement au 1er janvier 2014 était de 4,8 millions et c'était un endettement net, tandis que l'endettement de la commune de 4,4 millions au 31 décembre ne tient pas compte du prêt sur le budget annexe, puisqu'on ne raisonne pas en compte consolidé. Tout à fait. Et ne tient pas compte du budget assainissement, puisqu'on pourrait aussi intégrer, et ne tient pas compte du budget CCAS, de l'emprunt résidence Bel Air. Est-ce qu'il y a toujours un emprunt résidence Bel Air? Donc si on consolidait aussi sur le précédent mandat, il aurait fallu aussi consolider par exemple l'emprunt de la résidence Bel Air, ce qui n'est pas dans les montants aussi. Donc voilà, c'est un budget annexe, les recettes couvrent l'emprunt, et c'est pour ça que c'est mis à l'écart. Ça devait être initialement dans une SPL, mais on ne va pas refaire toute l'histoire. Voilà. Très bien. Bon. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Eh bien, je vous propose de mettre au vote... Enfin, non, pas de mettre au vote, d'entériner que nous avons bien eu un débat d'orientation budgétaire. Donc, si personne ne vote contre ou ne lève le droit, je considère donc que ce débat d'orientation budgétaire a eu lieu. Merci beaucoup. Un vote quand même, bon voilà, qui atteste, on va lever la main, qui atteste que ce débat d'orientation budgétaire light a bien eu lieu. Tout le monde, merci beaucoup. Ah, oui. Ah, très bien. Je reconnais que ce n'est pas de votre fait, mais enfin, pour qu'il y ait un débat d'orientation budgétaire, encore faut-il qu'il y ait des orientations budgétaires. Ça tombe sous le sens commun, je crois. Par conséquent, il m'est difficile personnellement, c'est une gymnastique d'esprit, d'admettre qu'il y a eu effectivement un débat d'orientation budgétaire. Même si j'en conviens, et je vous donne acte du fait que nous sommes en période électorale. Alors, il y a bien des orientations budgétaires quand même. Ça a failli, oui, ça a failli déraper à certains moments, parce que je crois que vous avez quand même fait un peu vous avez vanté un peu la marchandise, mais enfin bon, je dirais que c'est de bonne guerre. Bon, mais après, je ne m'y oppose pas. Hein. Je dis simplement qu'intellectuellement, pour moi, il n'y a pas eu de débat d'orientation budgétaire. Il y a quand même des orientations budgétaires, parce que les orientations budgétaires, c'est un budget qui sera... Le budget qu'on vous proposera de voter dans un mois sera un budget à l'identique, sans modification de ce qui s'est fait l'année dernière. Voilà l'orientation, s'il doit y en avoir une, et les investissements seront les investissements récurrents, plus ce qui a été lancé. Donc une abstention, c'est ça, Monsieur Guéguin? D'accord, très bien. Donc désignation du président de séance pour l'approbation du compte administratif. Donc c'est quoi? C'est parce que, ah oui, alors maintenant il faut désigner. Donc on va voter parce que je vais sortir. Voilà, et comme on se met au carré de chez carré, hein, on va faire ce que personne ne fait mais qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on va désigner quelqu'un qui va me représenter pendant que je serai dehors. Donc je vous propose de désigner Aude pour faire voter le compte administratif,
Qui est contre? Qui s'oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Et donc, c'est là où je sors. Voilà. Et donc, c'est toi maintenant. Ah, c'est juste au vote. Allez, vas-y. En fait, je vais quand même parler devant le maire du budget annexe. Si je... Hop là, compte administratif du budget annexe. Excusez-moi. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que la section de fonctionnement présente un résultat d'1 107 069,92 euros. Pour des dépenses en chapitre 011 de débouchage de réseau, d'inspection par vidéo des canalisations du réseau d'eau usée, par le remboursement à la commune de frais de gestion et par la taxe foncière de la station d'épuration. Ensuite, des opérations d'ordre. Donc ça, c'est pour la section fonctionnement. Pour la section recettes aussi de fonctionnement, c'est pas mal. Les redevances d'assainissement collectif, telles que la surtaxe versée par Veolia, qui est conséquente, et la redevance pour le déversement des eaux usées par les villes de Saint-Jean-sur-Vilaine et de Saint-Didier. Voilà. Pour la section d'investissement, un total de 461 952,89 euros. C'est boîte de nuit derrière moi. Avec une répartition des dépenses, une ventilation, pardon, répartie dans le cadre de la restructuration du centre commercial Bel Air et des dépenses d'assainissement relevant de la construction de la gendarmerie. Voilà principalement ce qui, finalement, porte un budget global de clôture à hauteur d'1 569 022,81 euros, étant entendu que ce budget clos est transféré à Vitré Communauté depuis le 1er janvier 2020. Y a-t-il des questions avant que le maire ne sorte? Non. Pas de questions. Allez, hop là. Alors, je vous propose donc de voter ce compte administratif du budget annexe assainissement. Qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre? Ok, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Super. Monsieur le maire, le budget a été adopté. Non, pas le budget, je vous prie, monsieur. Le budget annexe assainissement a été, ou le compte administratif, pardon, a été adopté à l'unanimité. Allez, un jour ça s'arrêtera peut-être ce cinéma à la française là. On sort, on vote. Hein? Oh là là, oh là là. Bon, bref, allez, on continue. Délibération suivante, modification de marché numéro 1, lot 3, produits laitiers, œufs et dérivés. Je repasse la parole à Aude. Merci beaucoup. Alors, en effet, l'actuel responsable de la restauration scolaire a effectué de nombreuses commandes de produits biologiques liés en fait aux nouvelles normes européennes. Et ces produits biologiques sont plus chers que les produits conventionnels. Et voilà. Et donc, il convient de procéder à une modification du marché, élevant le seuil à 13 200 euros hors taxe, soit une plus-value de 1 200 euros hors taxe. Cette décision n'affecte absolument pas le montant des crédits budgétaires alloués au service. Pour votre parfaite information, ça y est, nous avons fait le calcul de 2019. Et la part du bio dans les assiettes, donc pas à l'achat, je dis bien dans les assiettes, est de 18% et le local 12% seulement. Donc on a régressé en local, on a augmenté en bio. Et en revanche, une nouveauté quand même, c'est que le goûter est à 50% bio à Châteaubourg. Voilà. Y a-t-il des questions pour cela? Pas de questions. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération sur les tarifs de restauration. Toujours Aude. Merci beaucoup. Alors qu'on ne s'y trompe pas, c'est les tarifs de restauration du personnel communal, des stagiaires, du personnel enseignant et des personnes extérieures, bien évidemment. Nous avons une évolution des prix de la consommation, hein, ça ne vous a pas échappé non plus, 2,1% quand même pour les prix liés à l'alimentation. Donc nous proposons de faire évoluer les prix. Antérieurement, pour le personnel des écoles, le tarif était de 2,43 €, on propose de le passer à 2,45 €. Pour le personnel enseignant, 5,36 €, on propose de le faire passer à 5,47 €.
Et pour les repas des personnes extérieures, on propose de le faire passer à 7,13 € quand il était à 6,98 €. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je passe la parole à Monsieur Guéguin. Juste une demande de précision concernant notamment les repas exceptionnels. 7,13 €, est-ce que ça correspond au coût de revient d'un repas? Tout à fait. Tout à fait. Non, mais je veux dire, on est Coût complet. Ok, merci. Pas d'autres questions. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et je passe la parole à Hubert Desblés. Voilà, et on passe effectivement au centre commercial Bel Air avec le marché de maîtrise d'œuvre et l'avenant numéro 2 au coût de la réalisation des travaux. Donc, vu les différentes délibérations, celle qui effectivement rappelait que le mandataire était l'agent Servicad pour la requalification du centre commercial, la délibération d'AVP de requalification des espaces extérieurs du centre commercial, la délibération également pour l'AVP des cellules commerciales, et l'avenant numéro 1 du 22 mai qui portait sur la validation de la phase pro de la mission de maîtrise d'œuvre. Et ce qui nous importe ici, c'est donc vu l'article 8.1.12 du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre qui précise que le coût de réalisation des travaux fera également l'objet d'un avenant au marché de maîtrise d'œuvre. Voilà l'objet de cette délibération. Considérant donc que les montants des marchés de travaux de tous les lots ont été définis dans le cadre de l'attribution à des entreprises et détaillés ci-dessous. Donc on a le tableau pour les espaces extérieurs pour un montant de travaux de référence hors lot numéro 2 qui s'élève à 617 588,37 €. Un montant pour les cellules commerciales, montant des travaux de référence sur l'ensemble des lots qui s'élève à 233 657,98 €. Et donc, suite à la présentation en commission urbanisme travaux du 13 janvier 2020, il est donc proposé au conseil municipal de valider les coûts de réalisation des travaux d'un montant de 617 588,37 € hors taxes pour les aménagements extérieurs et d'un montant de 233 657,98 € hors taxes pour les travaux des cellules commerciales et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Alors avant de passer à la délibération suivante, on va faire une petite page de pub et je vais passer la parole à Claire. Non, si c'est bon. La page de pub, eh bien, c'est pour les prochaines élections, pour tenir les bureaux de vote. On va vous faire passer, comme habituellement, les formulaires pour pouvoir vous inscrire dans les différents bureaux. La petite consigne à bien avoir en tête, c'est qu'on met maximum 3 élus par créneau. 2, c'est déjà bien, maximum 3. En sachant que le président... alors, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Oui. Il faut remplir que le tableau, pas ce qui est en dessous. En dessous, c'est Manuela qui mettra. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les présidents, c'est donc le maire et les adjoints. Le président n'est pas obligé d'être présent au premier créneau ni au dernier créneau. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit présent à l'ouverture, donc à 8h moins 20, et le soir, à partir de 6h moins 20 pour le dépouillement. Mais voilà, juste que vous ayez ça en tête. Ça va, c'est clair? Donc les adjoints, vous vous mettez en président de bureau. Vous prenez les créneaux que vous voulez prendre et puis après les autres complètent en fonction de leur disponibilité. Merci beaucoup et donc on vous fait passer les tableaux. Et si vous avez un doute parce que etc. Vous pouvez revenir voir dans la semaine Manuela ou la semaine prochaine. Voilà, il n'y a pas de souci, hein, vous venez à l'accueil de la mairie, mais bon là ça permet déjà d'en remplir une partie. On continue. La page de pub est terminée. Je passe la parole à Hubert pour la délibération numéro 7. Oui, et on se retrouve place de la Gare et c'est pour une servitude Enedis CS06 sur la parcelle AD 151. On a un extrait de plan qui nous est présenté. Donc juste pour rappel, Enedis prévoit des travaux de desserte et d'alimentation du poste de gaz qui est situé à proximité de la voie SNCF sur le domaine privé de la ville de Châteaubourg sur la parcelle AD 151. Alors on ne voit pas forcément très bien. À cet effet, Enedis sollicite la commune afin de signer une convention de servitude avec publicité foncière pour un câble électrique enterré.
Donc, suite à la présentation du sujet en commission du 13 janvier 2020, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier et de permettre la publicité foncière. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Sur les tableaux qui sont en train de circuler, vous vous mettez sur un seul bureau. Hein, c'est-à-dire que vous ne mettez pas... un coup, je me mets à Charles de Gaulle et après, je me mets à Bron. Vous choisissez un bureau de vote et vous vous inscrivez que sur un seul bureau de vote. Délibération numéro 8, cession d'une maison rue Pasteur. C'est toi qui prends, Hubert? Oui. Rapide. Je vais faire rapide. Au 11 rue Pasteur, cession de la maison. Donc, vu les différents articles du CGCT, donc les articles L 2121-29 et 2241-1, considérant que le bâtiment situé 11 rue Pasteur appartient au domaine privé communal, que le bien est à vendre, donc, et qui comprend une parcelle bâtie, section AH numéro 527, qu'on aperçoit sur le plan qui est projeté juste derrière nous, qui comprend donc un immeuble d'une surface de 150 mètres carrés et une parcelle non bâtie, section AH numéro 527, d'une emprise de 65 mètres carrés. Donc, considérant que l'estimation de la valeur vénale du bien situé donc, au 11 rue Pasteur établie par le service des domaines en date du 3 juin pour un montant de 100 000 € avec une marge de négociation de 20%. Et la proposition, donc, considérant que cette proposition financière déposée en mairie par M. Clément Raoul et Mme Caroline Le Bolloc par l'intermédiaire du cabinet Diard Immobilier, et donc suite à la présentation de ce sujet en commission urbanisme et travaux du 13 janvier dernier, donc il est proposé au conseil municipal de décider la vente de ce bâtiment au 11 rue Pasteur à Châteaubourg, de fixer le prix à hauteur de 80 000 €, d'autoriser monsieur le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente de cet immeuble par vente de gré à gré, dit amiable dans les conditions prévues au CGCT, dont l'acte sera dressé par un notaire dans les conditions de droit commun, d'approuver la proposition formulée par monsieur Clément Raoul et madame Caroline Le Bolloc par l'intermédiaire du cabinet Diard, de préciser que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur et d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les décisions pour l'application de la présente délibération. Alors, ça vous dit sans doute quelque chose, puisqu'on avait déjà vendu cette maison, que suite au chiffrage des travaux, notamment à cause des Bâtiments de France, le chiffrage, puisque les Bâtiments de France veulent un ravalement de façade à la chaux, avec un type de fenêtre spécifique, puisque la maison date de je ne sais plus quelle année, mais suffisamment ancienne. Et donc ces contraintes-là font vraiment gonfler le coût des travaux, et donc les premiers acquéreurs qu'on avait eus sur ce projet au prix de 100 000 € se sont rétractés dès qu'ils ont vu les montants des travaux. Donc si on veut que ça avance et que ce soit fait, je dirais, en respectant les demandes de l'ABF et le cahier des charges de l'ABF, si on veut que ça passe, on va être obligé de baisser un petit peu le prix, sinon on ne trouvait pas de preneurs, donc ça reste dans les 20% de négociation possibles vis-à-vis des domaines, et on vous propose donc de vendre à hauteur de 80 000 €. L'idée étant que ça reste le moins longtemps vide possible, puisque un bâtiment vide, forcément, il prend l'humidité, il se refroidit, et là, il se dégrade déjà rapidement. Donc l'idée étant de céder tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et on continue avec la cession d'une deuxième maison que nous avions achetée. Oui, on se dépasse un tout petit peu, mais on reste dans le secteur puisqu'on est au 21 rue des Manoirs. Voilà, on le retrouve sur l'écran. Donc, pour rappel, donc la commune envisageant une restructuration de l'école, notamment à l'école publique maternelle et primaire Charles de Gaulle, et son extension, la commune de Châteaubourg avait exercé son droit de préemption urbain afin d'acquérir des parcelles bâties à usage d'habitation, donc qui étaient cadastrées AH numéro 76-77, situées au 21 rue des Manoirs, d'une superficie globale de 843 mètres carrés. La commune donc souhaite aujourd'hui pouvoir revendre la parcelle bâtie à usage d'habitation, cadastrée section H numéro 76, d'une superficie globale de 392 mètres carrés, qui ne peut entrer dans un projet global de restructuration du groupe scolaire. Donc pour la mise en vente du bien, il convient de valider le principe de la cession de cet immeuble et de valider les modalités et le prix de cession. Vu donc les différents articles L 2121-29 et L 2241-1 du CGCT, et considérant que ce bâtiment situé 21 rue des Manoirs appartient au domaine privé communal et que l'immeuble à vendre a une surface de 142 mètres carrés,
Considérant l'estimation de la valeur vénale du bien situé au 21 rue des Manoirs établie par le service des domaines en date du 15 juillet 2019 au montant de 195 000 € avec une marge de négociation de 20%. Suite donc à la présentation de ce sujet en commission urbanisme et travaux du 13 janvier 2020, il est donc proposé au conseil municipal de décider donc la vente du bâtiment au 21 rue des Manoirs à Châtebourg, parcelle bâtie à usage d'habitation cadastrée section AH numéro 76 d'une superficie globale de 392 mètres carrés et de fixer donc le prix de vente à 200 000 € net vendeur avec un prix plancher à 180 000 € net vendeur, de préciser que les frais de notaire seront à la charge d'acquéreur et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Donc vous vous souvenez, on a tout acheté, on garde le jardin, on revend la maison, et puis maintenant on va travailler sur l'agrandissement de Charles de Gaulle. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et nous continuons avec les sessions de logement locatif Espacil. Oui, et on est au sillon avec cette session de logement. Donc monsieur le maire fait part au conseil municipal du souhait d'Espacil l'habitat de la mise en vente de ces logements, que l'on retrouve aussi sur la projection, située au 5, au 3, au 3 bis, au 10, au 16 bis, au 19 bis et au 22, résidence du Sillon à Châtebourg. La demande concerne donc 8 logements, 7 appartements et un pavillon. Espacil Habitat souhaite donc engager la cession de ces biens à ses occupants sans mise en demeure de les quitter sous condition qu'ils occupent celui-ci depuis au moins 2 ans. Lorsqu'un logement devient vacant, Espacil Habitat souhaite pouvoir vendre ses biens par ordre de priorité, qui sont définis ci-dessous. Le prix de vente des logements sera fixé par Espacil Habitat en tenant compte du prix de marché des cotés pour tenir compte des volontés de faciliter l'accession sociale à la propriété. Ces logements donc seront comptabilisés dans l'inventaire des logements sociaux durant 10 ans après leur cession. C'est une disposition donc de la loi Élan. Et donc le conseil municipal est donc saisi pour donner son avis sur cette cession. Bon, voilà, Espacil, on est dans le cadre des politiques des bailleurs sociaux qui font rentrer un peu de cash comme ils le peuvent en vendant aussi certains biens. Ça répond aussi à la demande de certains locataires qui ont envie de devenir propriétaires d'un logement qu'ils occupent depuis de nombreuses années. On pourrait se dire que ça impacte notre taux de logements sociaux. Ce sera le cas, mais seulement dans 10 ans, puisque ça reste comptabilisé dans notre pourcentage de logements sociaux pendant 10 ans. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je vais le faire celui-ci. Ouais, je vais le prendre. Donc acquisition d'un bien Rocher de la Haye. On part tout de suite dans 10 ans. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc ça reste pendant 10 ans. Voilà, si vous écoutiez, pendant 10 ans, ça reste dans les taux. C'est ça de discuter. Alors, une préemption. Alors, c'est une préemption que nous faisons, nous, puisque c'est la commune qui a le droit de préemption. Maintenant, on le fait pour le compte de Vitré Communauté. Je pense qu'on passera prochainement, alors je ne sais pas si c'est avant les élections ou après, enfin, en tout cas, il faudra le faire, même si ce n'est pas nous, un droit de préemption de Vitré Communauté sur les zones d'activité. Je pense que c'est important, puisque là, nous sommes obligés de préempter, de sortir l'argent, et ensuite Vitré Communauté nous rachète le bien. Donc ce qui est un peu une perte de temps, d'écriture administrative chez le notaire, etc. On est dans la zone de la Gaultière, donc si vous remettez le plan, donc vous voyez c'est la grande zone d'activité où il y a Sulky, Steph et compagnie, Sojasun, Gruel-Fayet, et donc on a un projet d'extension de cette zone d'activité sur cette partie-ci, ici, une partie sur Domanier et une grande partie sur Châteaubourg. Il y a 60 hectares d'extension. Et donc, du coup, il y a une maison ici qui était à vendre. Et donc, avec Vitré Communauté, on a décidé d'acquérir en fait cette maison, puisque dans les premières pistes de réflexion, il est envisagé potentiellement d'avoir un giratoire ici, donc juste à côté de Fromapac, entre Fromapac et Gruel-Fayet, sur la route qui arrive ici, puisque potentiellement il y aura une route demain qui desservira la zone qui est ici. Donc voilà. Et puis comme on ne connaît pas encore le type d'activité qui vont s'installer ici, sans doute de l'industrie, de la logistique, enfin des gros. Voilà. L'idée c'est de rester un peu dans ce qu'on a fait précédemment. C'est vrai que quand on peut enlever aussi une maison dans ce secteur, autant
l'enlever. Donc la maison, elle est préemptée au prix où elle était vendue, et donc elle sera revendue aussitôt, là, dans les semaines qui viennent, à Vitré Communauté. Et vraisemblablement qu'un jour elle sera rasée, en tout cas voilà, dans le cadre du projet d'extension. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Christian. Juste savoir depuis hier si Vitré Communauté prendra en charge les frais de notaire et les frais d'agence payés par la commune de Châteaubourg à sa place. J'y veillerai. Merci. Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on donne le droit de préemption à Vitré Communauté d'ailleurs, enfin sur les zones d'activité, puisque on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres possibilités sur ce secteur-là et sur d'autres secteurs. Et comme nous, on n'a plus la compétence pour faire des zones d'activité, autant laisser Vitré Communauté avoir le droit de préemption sur les zones d'activité. Pas d'autres questions, donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité, merci. Et on passe au DIA. Voilà. Les DIA, donc la première 2019-084, immeuble bâti, une habitation cadastrée section 298 A numéro 2085 qui se trouve au 41 rue de la Genêt. Voilà, une superficie de parcelle de 275 mètres carrés. Pas de préemption sur cette première DIA. Alors une DIA 2019-085 qui va donc également avec la 2019-087. Alors pourquoi deux numéros pour la même DIA? Parce qu'elle avait déjà été enregistrée et elle a été modifiée, mais comme elle était enregistrée dans le registre justement, on ne pouvait plus l'annuler. Donc il s'agit effectivement du même bien, un immeuble bâti, une habitation en cadastrée section AH numéro 311 qui se trouve 1 rue de la Véronnière, une superficie d'une parcelle de 128 mètres carrés. Là, pas de préemption sur celle-ci. Alors, pour la troisième, DIA 2019-086, immeuble bâti, une habitation cadastrée section AK numéro 363-355 qui se trouve au 1 rue du Plessis-Saint-Melaine. Voilà, là aussi, pas de préemption sur cette DIA. Donc on va passer directement à la 88, DIA numéro 2019-088, immeuble bâti, habitation cadastrée section ZB numéro 301, 11 allée du Zéphyr. Très 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 beau secteur, effectivement. Une parcelle de 128 mètres carrés. DIA 2019-088, il s'agit d'une habitation cadastrée section ZB 301. Pardon, je vous la refais. Donc, oui, non, c'était la même. C'était 1116 mètres carrés, pardon. C'était la 088. On passe à la 089, immeuble bâti appartement. Donc, qui se trouve sur la section cadastrée AI numéro 38 39 230, 1 allée des 3N. Voilà, donc là, effectivement, donc c'est un appartement qui est donc en vente. Et la DIA numéro 2019-090, immeuble bâti, une habitation cadastrée section 298A, numéro 2627, au 64 avenue de la Bretonnière. On a donc voilà, une parcelle de 250 mètres carrés, pas de préemption. Voilà, ça se construit dans ce secteur-là. C'est en train de terminer la densification. Non, ouais. Et la dernière DIA 2019-091, il s'agit d'une habitation cadastrée section AL numéro 84 au 24 résidence du Haut-Pré. Là, voilà, une parcelle de 330 mètres carrés. Donc là également, on est en bas de la rue du Haut-Pré. Donc pas de préemption pour cette dernière DIA. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur les DIA? Non. Eh bien, écoutez, nous en avons fini avec cet ordre du jour. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions particulières ou pas? Eh bien, écoutez, je vous propose de clôturer cet avant-dernier conseil du mandat et puis je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci beaucoup.